Mon rôle ce matin est de fixer la toile de fond concernant la transformation rurale en Afrique. Ce que j'aimerais faire plus particulièrement, c'est travailler sur à partir d'un certain nombre des leçons qui sont ressorties des économies émergentes du Brésil, de l'Afrique et de l'Afrique du Brésil, de l'Asie et de l'Afrique du Sud. Je me baserai sur une conférence qui a eu lieu en Inde en 2010. Pour commencer, il faut dire qu'entre le Brésil, la Chine et l'Afrique du Sud, on a 25% de la population mondiale qui est dans les zones rurales. Ce qui se passe dans ces pays va être clé pour ces pays, évidemment, mais cela va être aussi quelque chose de primordial pour le monde entier. Ce qu'on voit dans ces pays, c'est un processus de transformation qui a lieu à un niveau sans précédent dans l'histoire, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Le nombre et l'échelle est sans précédent. C'est quelque chose qui se passe aussi à un moment de grande incertitude, des problèmes de changement climatique, l'impact de pénurie d'eau douce, le problème de terre, impact triple de crise alimentaire, énergétique et financière. Donc cette évolution rapide génère des risques énormes et une vulnérabilité très importante pour les populations rurales. Cela génère aussi de nouvelles opportunités au niveau des matières de l'énergie renouvelable, la fourniture de services environnementaux, production alimentaire. Ce processus de changement est d'autant plus compliqué qu'on peut y ajouter l'héritage historique de la pauvreté, l'inégalité, l'injustice, le manque de droits, les problèmes de marginalisation de grands groupes de la population, les femmes, les peuples tribaux, les indigènes, un mauvais accès à la santé ainsi qu'à l'éducation et à d'autres services de base, des investissements privés et publics qui sont insuffisants. Mais en dépit de cet héritage, nous espérons pouvoir arriver à être couronnés de succès grâce à ce qui a pu se faire dans ces pays à l'économie émergente. Les résultats n'ont pas été uniformes parmi les pays. Ces 20 à 30 dernières années, on a quand même fait beaucoup de choses et il faut construire là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la pauvreté. La production alimentaire a augmenté depuis les années 50 et 60. Les ressources naturelles et les écosystèmes ne peuvent plus être détruits de manière obscure et en toute impunité. Des centaines de milliers de petites et moyennes entreprises ont été créées et contribuent à l'économie de notre planète. Beaucoup plus de jeunes sont scolarisés qu'à la génération précédente, beaucoup plus de femmes aussi. Les gouvernements sont davantage responsables face aux citoyens et la société civile. Si nous prenons ces 4 pays, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont 4 différents pays, 4 approches différentes. Vous avez dans vos dossiers un background sur les différents pays avec il y a tout un tas de documents qui sont disponibles sur le site web que je vous ferai part à la fin de la présentation. Il y a toute une richesse que l'on trouve et que l'on peut utiliser. Je crois que donc il suffit de dire que la Chine et l'Inde, ça n'est pas la même chose, avec pourtant des populations qui sont relativement similaires, mais des tailles de populations rurales qui sont très différentes. On est à 70% en Inde, 55% en Chine. Et dans les 20 prochaines années, la population chinoise dans les zones rurales va décliner de 20 à 35%. C'est ce qui est prévu. La Chine, sur ces 30 dernières années, a fait des investissements importants pour l'industrialisation rurale, pour l'industrie manufacturière, d'autres industries non agricoles. Et ceci, avec un soutien à l'agriculture, a permis de sortir les populations rurales de l'agriculture et de les permettre de travailler dans les entreprises. Mais l'agriculture reste centrale pour l'économie rurale et pour toute l'économie en Chine. Il s'agit maintenant de permettre d'arriver à une sécurité alimentaire, de renforcer les entreprises agroalimentaires et permettre aussi de mettre en place des programmes de bien-être social. En Inde, il y a eu de nombreuses interventions dans les zones rurales. Il y a un nouveau plan de 5 ans qui prévoit beaucoup d'interventions, mais on n'a pas démantelé ce qui existait auparavant. Et le fardeau qui existait auparavant continue à exister. L'Inde, par exemple,
le plus grand programme de garantie emploi rural à l'heure actuelle. Les choses sont tout à fait similaires et très différentes au Brésil avec un système dual. Depuis le début des années 2000, on a mis en place un programme pour soutenir les petits agriculteurs au Brésil. Récemment, on cherche des façons novatrices d'aider, de travailler dans le domaine rural avec de nouvelles institutions qui peuvent permettre de mettre en place une coalition qui va du bas vers le haut avec de meilleures fournitures de services. L'Afrique du Sud, elle aussi, a connu beaucoup de programmes de développement ruraux et un programme important vient d'être mis en place récemment. Alors de tout cela, de cette conférence est ressortie une vision. La transformation rurale, c'est le développement humain. Ce n'est pas simplement le développement d'avoir ou de matériel. Les 4 pays se sont mis d'accord sur une approche en 3 grands piliers. Et je vais passer en revue tout cela. D'abord, nous avons un besoin d'investissement important et soutenu en faveur des zones rurales. Il faut de bons systèmes de gouvernance, des institutions et un processus politique adapté. Et il faut aussi, troisièmement, voir quelle est l'efficacité des interventions des politiques et des programmes publics. Donc, les impératifs pour la transformation rurale doivent être d'abord la réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités au sein des zones rurales et entre les zones rurales et les zones urbaines, non pas seulement celles qui sont héritées du passé et des décisions politiques, mais aussi les nouvelles pauvretés, les nouvelles inégalités qui sont créées à l'heure actuelle par la transformation rurale elle-même. Il faut que nous soyons conscients de cela. Les 4 pays accordent toute une importance particulière à la sécurité alimentaire, à l'accélération du développement agricole. C'est au centre même de leurs propositions. Ils veulent en particulier aider les petits producteurs, les agriculteurs domestiques sur les chaînes de valeur nationales et mondiales. Et enfin, la création d'emplois, y compris le renforcement des petites villes rurales. Pour ces pays en particulier, il faut stimuler le rôle et la croissance des villes rurales et des villes intermédiaires. Il faut renforcer les liens entre elles et avec les zones rurales. Il faut permettre un flux de marchandises et un flux de personnes aussi. Il faut pouvoir gérer donc la migration rurale urbaine qui est tout à fait compliquée. Il faut bien entendu relever le défi climatique et environnemental, donc renforcer le rôle des zones rurales. Elles peuvent créer des emplois, ces zones rurales, dans ce domaine. Il faut bien entendu permettre l'accès aux fournitures d'eau, à l'accès à la terre. Il faut permettre aussi aux populations de pouvoir quitter la zone rurale pour aller vers d'autres emplois, des emplois non agricoles. Il faut aussi pouvoir fournir des services financiers, permettre un accès aux services financiers. Dans ce contexte, il faut aussi promouvoir l'innovation, la recherche et le développement pour répondre aux besoins des populations et des entreprises rurales et pour mieux utiliser le rôle de la révolution des TIC dans ce domaine. Et il faut mettre en place aussi des régimes de transport, de soutien social, un accès universel des populations aux services publics de base. Il faut que tous les éléments soient là pour permettre le développement. Donc le deuxième pilier, si vous voulez, de ce programme, de ce débat qui est ressorti de la conférence en Inde, c'était que nombre de pays ont tiré des leçons par le biais d'expériences douloureuses. Ils ont appris que la transformation rurale, c'est pas simplement des investissements, c'est une histoire aussi de personnes, de participation sociale, de bonne gouvernance, de coalition sociale au fur et à mesure que l'on avance. Je peux citer le ministre de la Chine qui dit que l'évolution rurale serait aisée s'il ne s'agissait que de briques et d'eau. Non, mais c'est autre chose. C'est aussi des gens qui sont concernés. En termes de gouvernance, d'institutions et de défis politiques,
il faut réaffirmer que rural, ce n'est pas simplement agriculture et production alimentaire. Rural, ça signifie beaucoup d'autres choses. Cela inclut les petites villes, les villes intermédiaires. C'est plus que simplement des agriculteurs. Il y a aussi des agricultrices et une économie très diversifiée. Donc, il faut remplacer la vision du passé par une autre vision qui reconnaît les interconnexions qui existent entre ce territoire rural, qui inclut des tout petites villes peut-être, ou des villages, et le lien qui existe au niveau national et global. Le développement rural, cela a été dit dans l'introduction, ne doit plus vivre à l'ombre du développement urbain. Il faut un nouveau paradigme, il faut un nouveau profil pour valoriser le rural à sa juste valeur dans une économie nationale et globale. L'un des défis majeurs, c'est le besoin de voir comment on peut traiter de la coordination intersectorielle entre l'éducation, l'agriculture, la santé, l'environnement et les différentes infrastructures et voir quelles sont les structures entre les différents niveaux de gouvernement, au niveau local, au niveau régional et national. Et c'est cela, avec les nouvelles coalitions entre l'État, le marché et la société civile, c'est tout cela qui va permettre véritablement une transformation adéquate du monde rural. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, s'il vous plaît. Il faut donc mettre en place des gouvernements locaux et de nouveaux partenariats publics-privés. Ça, c'est aussi très important. Les zones rurales ne sont pas homogènes, ça c'est certain, elles sont très diverses et il faut bien comprendre cette particularité et voir quels sont les défis, en particulier des régions les plus désavantagées. Il faut revoir tout ce qui concerne le rapport entre les hommes et les femmes. Il faut s'assurer que tout ce qui est fait se fait sur une base d'égalité entre les hommes et les femmes. La société civile peut, elle aussi, contribuer et être le moteur de la transformation. Et enfin, en regardant l'efficacité des politiques publiques et des programmes. Les 4 pays, malgré leur longue expérience, rencontrent un certain nombre de difficultés. Le fossé entre les investissements et les résultats. Et elles demandent de nouveaux jalons, de nouveaux moyens de pouvoir mesurer le processus de changement dans les zones rurales. Elles posent de grandes questions. Comment prévoir les priorités? Quelle est la séquence de ces priorités, étant donné les multiples défis auxquels il faut faire face? Comment mieux développer des systèmes d'évaluation, des systèmes de monitoring pour s'assurer qu'on juge bien par rapport aux résultats et que l'on fait les bonnes évaluations par rapport à ce qui est obtenu. J'ai repris les domaines qui ont été soulignés par ces pays qui disent que ce sont là des domaines très importants où on peut beaucoup apprendre les uns des autres, des domaines qui intéressent ces 4 pays concernés et qui peuvent leur permettre de vraiment faire face à la transformation. Ils savent qu'ils n'ont pas toutes les réponses pour pouvoir répondre à toutes les questions qui se posent. Donc, ils demandent un partage des connaissances en se basant sur de nouveaux modèles de fonctionnement. J'ai repris un certain nombre de ces éléments. Il s'agit de voir comment on peut développer les bonnes structures institutionnelles pour faire tomber les barrières entre les secteurs à tous les niveaux, entre les fournisseurs de services. Comment traiter du problème de la création d'emplois dans les zones rurales? Et je vais passer au dernier transparent, si vous me le permettez. Non, voilà, oui, celui-là. Je ne vais pas pouvoir passer en revue tous les éléments, toutes ces zones d'apprentissage qui sont soulignés par les 4 pays comme étant importantes, mais je crois qu'il faut dire qu'ils pensent que c'est important et je pense que les pays d'Afrique subsaharienne ont là des opportunités de pouvoir partager avec des pays d'Amérique latine, des pays d'Asie pour voir quelle est l'expérience de ces pays-là dans le domaine du développement rural et pouvoir partager les bonnes pratiques, leurs bonnes pratiques aussi avec l'Amérique latine et l'Asie et pouvoir aller de l'avant. Mon dernier transparent,
Et vous le trouverez dans vos dossiers. Vous trouverez ici sur ce site web quelques 80 documents avec beaucoup d'interventions qui ont été faites durant cette conférence en Inde. Vous trouverez le rapport sur cette conférence. Je crois que cela fournit une source de matériel vraiment très riche que vous pourrez utiliser.